Ça peut vous arriver de vous retrouver un soir devant votre télévision et de suspendre votre souffle en découvrant une croix autour du cou d'un des animateurs les plus connus du PAF. Animateur qui affirme le plus simplement du monde qu'il est croyant et qui explique en toutes lettres qu'il est même profondément chrétien. Votre sixième sens vous dicte alors de l'inviter dans VIP afin qu'il dévoile cette partie inconnue de sa personnalité. C'est le grand défi que vous vous fixez car vous craignez que l'animateur ne réponde « moi, KTO, n'importe quoi ». Eh bien non, il est là et vous allez sans aucun doute reconnaître tout de suite Julien Courbet. Julien Courbet, bonjour. Bonjour. Vous avez compté le nombre de titres d'émissions? Vous en avez donné 5 à peu près? 6 titres d'émissions. Oui, le défi était passé. Le grand défi. Bien joué. Il n'y en a eu qu'une en plus, il fallait oser. Voilà. Pourquoi vous avez accepté notre invitation sur KTO? Ça vous a surpris? Non, pas du tout. Ça ne m'a pas surpris plus que ça. En fait, on ne m'avait jamais posé la question. Donc c'est vrai que je sais que vous vous êtes aperçu un jour que je portais une croix et que c'est ça qui vous a poussé à m'inviter. Mais j'avais aucune raison déjà de le refuser. Et deux, ça me fait plaisir de pouvoir parler d'autre chose que forcément de mon métier ou des hauts et des bas de ce qui font ce métier. Parler un petit peu de la religion, même si je ne suis pas non plus, enfin on aura l'occasion d'en parler je pense pendant une heure, un ultra religieux, mais ça fait partie de ma vie, c'est évident. Mais vous parliez de votre métier, c'est un métier qui est très prenant, il vous prend même votre voix ce métier-là. Hein. Alors je sors d'une série d'enregistrements, je suis navré, je ne cherche pas à faire des imitations ou de prendre un nouveau genre, mais c'est la voix que j'ai aujourd'hui. C'est vrai que vous êtes doué en imitation? Oui, vous n'avez pas commencé, ça démarre très fort. Vous voulez que je vous fasse une imitation? Oui. L'imitation de qui? Ah mais je ne sais pas, dites-moi quelque chose que vous maîtrisez parfaitement. Une que je maîtrise. Non, je peux vous faire, mais avec cette voix, ça va être difficile. Ce superbe objet à 592 €, puisque maintenant je prends le tic, maintenant qu'il est à côté de moi tous les soirs. Pierre Bellemare qui anime avec vous effectivement cette émission sur France 2. Vous avez dit oui pour venir sur KTO, vous savez qu'on va parler de religion. Moi je vous propose d'attaquer bille en tête. Avec ça, vous l'avez votre croix autour du cou là ou... Oui, je l'ai. Elle ne me quitte absolument jamais, sauf les rares fois. Alors c'est marrant parce que... Ah oui, c'est bien celle-là, hein, c'est celle que j'avais vue. Souvent, des fois on met des pulls en V et j'ai dû me battre. Petite croix en or. Offerte par ma grand-mère qui était très religieuse, mais des fois il faut se battre pour pouvoir la garder. C'est-à-dire que on vous dit non, tu vas pas mettre une croix, ça peut choquer, c'est assez perturbant d'avoir un bijou, donc des fois je suis obligé de la sortir. Parce que c'est vrai que je me pose la question, est-ce que ça ne va pas heurter celui qui ne l'est pas et qui va penser que je fais une espèce de prosélytisme à la télévision, mais sinon elle ne me quitte absolument jamais. Et pourquoi c'est important? C'est plus parce que c'est votre grand-mère qui vous l'a offert ou parce que c'est une vraie affirmation de votre identité de chrétien? C'est une affirmation, fier d'être chrétien, ça fait partie de mon quotidien, de penser de temps en temps à la religion et quelque part, comment on pourrait appeler ça, le mot c'est pas superstition, mais de savoir que voilà, il y a quelque chose qui me protège, c'est plutôt ça. D'accord. C'est incroyable parce que des fois, quand je ne la mets pas, je vous assure, ça me fait flipper. Il m'arrive des rares fois d'être obligé de l'enlever. Et quand je m'aperçois que j'ai oublié de la remettre, parce que j'essaie vraiment de la voir, de me dire, d'être plus attentif dans la journée à ce qui va se passer parce que je n'ai pas ma croix. Mais vous disiez c'est un peu à la limite de la superstition. C'est-à-dire que vous faites la frontière, vous mettez une frontière entre vraiment... Voilà, c'est un objet un peu de superstition ou vraiment vous pensez que vous êtes protégé, que votre grand-mère peut-être vous aide. C'est pas un gris-gris. Voilà, c'est ma grand-mère que j'aimais beaucoup, c'est Dieu, c'est une sorte de protection qu'on espère tous. Mais de se dire, et aussi parfois, de temps en temps, c'est tout bête, je la tiens souvent dans la main comme ça. Et il y a certains moments, vous savez, où on peut prendre des décisions qui ne sont pas très chrétiennes et ça vous ramène un peu à la raison. Se dire, bon, ok, passe l'éponge, voilà, c'est des petites choses comme ça. Et avant d'entrer en plateau, souvent, de penser à mon père qui a disparu, j'ai toujours une petite pensée pour lui quand je démarre une émission très courte et souvent je la tiens dans la main. C'est plein de choses comme ça. Ils vous ont donné quelle éducation, vos parents? Mes parents, j'ai eu la chance d'avoir une éducation extraordinaire parce que je pense que 70% de la réussite vient de l'éducation. Je viens d'un milieu normal, ni pauvre ni riche. Mon père vendait des photocopieurs, ma mère ne travaillait pas. On était 5 à la maison, un frère qui a 10 ans de plus que moi, 54, une sœur qui a 3 de plus que moi, 47, ce qui signifie que j'ai donc 44. Et voilà, non, vraiment l'éducation normale, mais celle qu'on doit avoir, respecter les valeurs, la valeur de l'argent, être poli, à l'écoute des autres, ne pas essayer d'avoir plus que ce que l'on a, mais pas non plus, c'était pas non plus la vie est un long fleuve tranquille, voilà. Éducation chrétienne, catéchisme, communion, messe quand j'étais plus jeune.
Et si vous voulez, plus les générations passaient, bon, plus la chrétienté a quitté la famille. J'avais par contre, au niveau de mes arrière-grands-parents et grands-parents, on était très religieux. C'était 2 messes par week-end, c'était le curé invité à déjeuner à la maison. J'ai fait des camps de curés, enfants de cœur. J'aime bien quand vous passez sous silence une anecdote que pourtant vous avez mise en lumière dans l'émission d'un confrère qui s'appelle Frédéric Lopez et qui fait Panique dans l'oreillette. Vous étiez invité il y a quelques mois, où vous avez été, comment dire, moins prudent pour raconter un peu vos frasques d'enfants de cœur à l'église, avec votre pauvre curé à qui vous en avez fait voir de toutes les couleurs et à qui vous pouvez demander pardon dès maintenant. À l'abbé Mounique, à qui je demande pardon, j'espère qu'il est toujours parmi nous, parce que j'ai pas eu de ses nouvelles depuis quelques temps. Mais c'est ce que, franchement, je pense qu'il n'y aurait pas eu cette période-là, je pense que j'aurais peut-être décroché de la religion. Parce que pour un gamin, pour un adolescent, une messe, c'est juste ce qu'il y a de plus rébarbatif. Et je pense que beaucoup de jeunes laissent tomber à un moment donné la religion, même s'ils ont des convictions, par peur de se retrouver à la messe, parce qu'excusez-moi de vous le dire, mais on s'y emmerde quand on est jeune et quand on n'a pas le recul pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de vous lire. Et lui a tout de suite compris ça et il a essayé de faire une éducation religieuse un peu plus rock'n'roll, un peu plus tolérante. Donc il se disait, vous venez, vous faites les couillons certes pendant l'office, quand vous êtes enfant de cœur, mais au moins vous êtes là. Et au moins, si sur cette heure de messe, vous en retenez 5 minutes, 10 minutes, après il nous faisait un petit peu la morale, mais il nous la faisait avec le sourire. Et c'est ce qui fait je me suis mis à aimer ce lieu, quoi. Voilà, à observer les visages, parce que lui-même disait, vous regarderez, il nous disait au 3e rang, il y en avait une qui a dormi pendant 1 heure. J'ai dû être particulièrement lourd ce soir. Donc on l'a regardé la fois d'après. Mais mine de rien, on s'est mis à aimer ce lieu grâce à lui. Vous n'étiez plus que spectateur, vous étiez impliqué dans ce qui se passait. Et puis après, en grandissant, alors il y a eu la première période où on a fait un petit peu des bêtises là-bas, mais des bêtises qui doivent exister dans absolument toutes les églises, quand on a des enfants de cœur qui sont jeunes ados. N'essayez pas de vous dédouaner, Julien Courbet. Je vous les raconterai après. Et puis après, on comprend un petit peu mieux quand on vient servir, voilà, quand on apporte les hosties, quand on prépare le vin et qu'on grandit un petit peu, on comprend un petit peu mieux la signification que ça. Mais je crois que c'est comme ça qu'il faut faire vivre la religion à quelqu'un de jeune, sinon il te décrocherait rapidement. Bah après, il peut y avoir, vous avez parlé de camps, vous dites j'ai fait des camps. Oui, mais alors c'était pas des camps, justement, c'était des camps là aussi un petit peu rock'n'roll, c'était pas des camps à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on priait, mais c'était une colonie de vacances dans laquelle on essayait d'amener une petite notion religieuse. Mais c'était pas le matin, lever 7 heures prière, midi, non. Le curé prenait le soir la parole, on faisait des sketchs, il nous demandait de faire des sketchs, donc chacun faisait une imitation, un sketch de ce qui s'était passé dans la journée, ça rigolait. Et à la fin, il profitait de ce sketch, vous dire, voyez, il a essayé de nous faire rire et tout, mais n'oublions pas que, et c'est ça qui était sympa, c'est que la religion se diluait dans tout ça, dans cet amusement, et on n'avait pas l'impression d'être dans un camp religieux, et pourtant on parlait beaucoup plus de religion que dans n'importe quelle colonie. C'est ça la vraie force. Parce qu'elle faisait partie intégrante de votre vie. Parce qu'elle fait partie intégrante de ma vie, puis parce qu'après, bon, en grandissant, j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Et un peu plus loin comment? Dans mes réflexions par rapport à tout ça. Au début, c'est un petit peu un jeu. Au début, quand vous vous retrouvez, vous savez, vous allez au catéchisme, pas parce que vous demandez d'y aller. Ma fille va au catéchisme, elle ne m'a jamais dit, papa, je vais aller au catéchisme. Elle va au catéchisme parce que je l'ai inscrit dans une école religieuse, donc elle est obligée d'y aller. Il se trouve qu'elle s'y intéresse et qu'on fait en sorte qu'elle s'y intéresse, mais elle ne l'aurait pas demandé d'elle-même. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours 2 étapes. L'étape où les parents sont là pour dire « je te propose cette religion », j'aurais pu lui faire enseigner la Torah ou ce que vous voulez, ou le Coran. J'ai décidé que ça serait la Bible. Mais c'est moi qui ai décidé, c'est pas elle. Maintenant, à elle de décider si elle a envie de continuer dans ce chemin-là ou pas, ou de changer de religion après si elle le veut. Mais donc il y a le premier pas qui est le parent qui pousse, et le deuxième de l'adolescent un petit peu plus grand qui dit bon ben finalement j'y suis bien, j'y reste, je vais y faire mon chemin à ma façon. Et qui rechoisit. Et qui rechoisit une deuxième fois, bien sûr. Vous leur dites quoi à vos enfants? Vous en avez plusieurs, des enfants, il n'y a pas que votre fille. 62. Ah oui. 2 à la maison et 60 quelque part. Je les salue d'ailleurs s'ils sont reprochés. Non, j'en ai 2. Oui, il y en a 2, voilà, il y a un petit garçon, je crois. Il y a un petit garçon et une petite fille qui ont 9 et 8. Et vous leur dites quoi par rapport à la religion catholique? À part les avoir mis dans une école religieuse, à part les avoir mis au catéchisme, j'imagine qu'ils sont baptisés, qu'ils vont suivre le parcours de... J'ai un discours de parents classiques avec des enfants. On parle de Dieu, de la création du monde, qui est Dieu, qui est Jésus. On en parle de façon très imagée. Ça reste encore, voilà, on en est encore au stade où mon fils, lui, c'est très scientifique. Comment il faisait pour marcher sur l'eau, Jésus? Donc, je ne veux surtout pas rentrer dans des discussions métaphysiques trop profondes. Je préfère que ça reste encore pour eux un jeu, une découverte, et pas. Je ne leur impose rien. Quand ils me posent des questions sur la religion, je leur réponds. S'ils disent j'ai envie d'aller au catéchisme, ils y vont. Si elle me dit je n'ai pas envie d'y aller cette semaine, elle n'y va pas. Pour l'instant, je les laisse choisir
la dose qu'ils veulent de religion. Et je verrai s'il convient d'aller plus loin ou pas plus tard. Comment vous nourrissez aujourd'hui cette foi? Est-ce que c'est une foi vivante? Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps d'aller la nourrir à la messe ou d'aller faire... Non, je ne la nourris pas à la messe. Et je vais vous dire, moi, ce que j'attendais de la messe et qu'elle ne m'a jamais donné. Moi, j'ai toujours considéré qu'aller à la messe, c'était me purger. C'était y aller et ressortir plein de bonnes intentions. Prendre une bouffée de bonnes intentions. Ressortir et avoir envie d'embrasser tout le monde, d'avoir dit est-ce que je peux vous aider, qu'est-ce que je vais faire. Malheureusement, alors peut-être que j'allais pas aux bonnes messes non plus, je ne suis pas forcément tombé sur des prêtres très liturgiques, très lecture, très mes frères, vous voyez, limite triste quoi. Et non, c'est pas ça qu'on attend de la messe. Un chrétien il doit aller à la messe pour se regonfler de religion et ressortir en se disant, vous voyez, je ne suis pas du tout venu pour parler de ça, je ne vais même pas dire où ça se passe ou quoi, mais je produis une émission actuellement sur la solidarité sur une autre chaîne. Ça devrait être ça la messe. Ça devrait être cette envie qu'ont les gens d'aider pour aider. Là, on a 100 bénévoles qui viennent, qui n'ont rien à gagner en retour, ni publicité, ni quoi que ce soit, des artisans, et qui vont aider des gens qui sont dans le besoin. Et c'est ça que j'attends, moi, de l'office religieux. Est-ce que vous ne mélangez pas un peu le rôle social, et Dieu sait si l'Église est présente socialement, notamment dans les organismes humanitaires, et ce qu'on vient chercher à la messe, c'est la façon dont c'est quand même l'Eucharistie, le cœur de la messe, c'est quand même l'Eucharistie. Oui, est-ce que c'est pas la rencontre avec Jésus, la rencontre. C'est quand même le ciel, la messe, c'est le ciel qui descend sur terre. Je suis d'accord avec vous, mais là pour le coup, c'est plus un rituel qu'autre chose. J'ai pas besoin d'aller une fois par semaine à 11 heures précises, d'aller chercher, parce que là pour le coup, pour moi ça devient factice. C'est-à-dire qu'il se passe 6 jours et 23 heures où je suis un peu déconnecté. Je me dis, tiens, ce jour-là, c'est vrai, le réveil a sonné, c'est le moment où je dois communiquer avec Dieu. On peut aller à la messe tous les jours. Hein. Oui, il n'y a pas de contre-indication. Non, vous voyez, mais voilà, le contact avec Jésus, on l'a, ou Dieu, à n'importe quel moment de la journée. C'est important d'aller à la messe, mais je suis désolé, je ne vois pas pourquoi la messe ne serait pas quand même quelque chose d'un petit peu plus... un discours un peu moins liturgique et me faire prendre conscience qu'être avec Dieu, c'est aussi aider. Enfin, je pense que le social, il est important. Moi, j'entends qu'il y a une demande quand même. Oui, bien sûr, mais complètement. Voilà. Il y a une demande et il y a une recherche. Complètement. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est que votre prénom de naissance, c'est Frédéric, et pour des raisons de radio, comme il nous arrive des fois dans des métiers, voilà, on nous demande de changer de nom de famille parce que ça peut vraiment pas coller, ou de prénom. Bon, vous avez choisi, alors d'une manière très drôle, vous aviez 10 minutes pour choisir sur un calendrier, et vous êtes tombé sur Julien. Ouais. A priori, vous dites par hasard. Ah oui, je pense. Alors, moi, je me suis intéressée à l'histoire de Saint-Julien. Est-ce que vous avez déjà pris la peine de regarder ce qu'avait fait Saint-Julien? Et Saint-Frédéric, vous savez ou pas? Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus, d'accord. Et je me suis intéressée à l'histoire de Saint-Julien, qui était un saint du Moyen-Âge, espagnol. Et il y a des choses qui m'ont beaucoup intéressée. Donc, c'est quelqu'un qui est mort en étant... Bon, il a donné des cours, il a été prêtre puis évêque à Tolède. Et il a vécu très vieux, 80 ans, c'est quand même énorme pour la période du Moyen-Âge. Et il y a des petites corrélations. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de charisme, qui parlait beaucoup, qui avait des dons de prédiction, mais qui aimait se retirer. Il a été ermite à une époque. Il aimait se retirer dans une grotte, prendre un peu du temps pour soi. Et il appelait ça, ses retraites, il les appelait les jours de mon lieu tranquille. Ce que je trouve très joli. Et est-ce que vous, dans votre vie pleine de mouvements, enfin vous avez quand même beaucoup d'émissions tous les jours, radio, RTL, télé, France 2, et puis il y a tout ce qu'on ne sait pas de votre vie. Vous arrivez à avoir comme ça des jours de lieu tranquille? Mais ce n'est pas des jours de lieu, c'est-à-dire que quand je ne suis pas en activité, et d'ailleurs on me le reproche beaucoup, je peux à n'importe quel moment, limite au milieu d'une conversation ou d'une réunion, déconnecter. Mais quand je vous dis déconnecter, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant 45 secondes, 2 minutes, je ne suis plus là. Mon corps est là et je ne suis plus là. On appelle ça de la fatigue. Moi, la solitude, ça ne m'a jamais fait peur. Mais alors vraiment, chaque week-end, je pars à la campagne où je suis entre 4 champs, des boucs et des vaches. Le téléphone ne passe qu'un jour sur 2 et encore quand il fait humide. Mais être seul, ça ne me dérange pas. Moi, j'entends à longueur de journée, « Allô, tu veux pas venir déjeuner avec moi? Je suis seul. » J'ai envie de leur dire, mais quel profit de cette chance que tu as. Moi, il m'arrive d'aller déjeuner tout seul le midi. Ça ne me dérange pas d'être seul dans mes pensées. Qu'est-ce que c'est bon d'être seul comme ça, à refaire le monde tout seul. Je me commente moi-même ce que j'ai entendu le matin, ce que j'aurais fait à la place
Ah oui, Ah, ça reste un dialogue, il y a quand même encore de la parole, c'est pas le silence. Ah non, 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 je ne cherche pas le recueillement. Moi, quand je suis seul. C'est pas le recueillement avec Dieu. Mais je me place dans la peau de personnage, je me place dans la peau du président de la République, je me place dans la peau de l'entraîneur de l'équipe de France de football s'il y a eu un match la veille, je me place, je me dis tiens, qu'est-ce que tu prendrais comme décision, puis je me vois en train de faire le. Vous voyez, je m'invente un monde dans lequel je suis, mais j'y suis bien quand j'y suis seul. Mais pourquoi le monde tel qu'il est, le monde réel, ne vous suffit pas? Si, le monde qui. Ah bah non, vous vous inventez tout un tas d'autres mondes, donc le monde réel ne vous suffit pas. Non, certainement, peut-être qu'il ne me suffit pas. Je n'ai pas analysé ça, je n'ai pas été aussi loin dans ma réflexion, mais c'est un besoin de me transposer. Je ne sais pas, peut-être que ce soir, je vais m'imaginer à votre place en train d'avoir un invité. Qu'est-ce que je lui poserais comme question si j'avais été à sa place? C'est plus de la curiosité. Mais ces moments de solitude, j'adore ça, j'adore. Ma place n'est pas à prendre. Non, mais dommage. Non, on se méfie avec un professionnel. Un accident est vite arrivé, un projecteur qui tombe. Alors, je reviens à Mont-Saint-Julien du Moyen-Âge. Il avait une petite action, vous nous parlez d'une émission de solidarité que vous faites. Et finalement, ce que vous faisiez avec sans aucun doute, c'était aussi une sorte de solidarité, on peut le voir comme ça. Lui, Saint-Julien, il fabriquait des paniers en osier qu'il donnait aux pauvres, qui les vendaient et qui donc avaient de l'argent en échange. Il appelait ça les paniers de charité. Et moi, je voulais savoir si vous aviez, comme ça, en dehors de la télé, des engagements fraternels qui font que vous vous consacrez aussi aux autres. Oui, alors, le seul truc, c'est que... Parce qu'on est très sur son ego quand on est animateur de télévision, forcément. On va en parler un tout petit peu, mais surtout pas quand beaucoup. On réunit 1,2 million de téléspectateurs le soir. Parce que, justement, le but du jeu, je trouve que c'est de ne pas en parler, c'est ça. C'est de le faire et de ne pas en parler. Vous savez, j'ai rencontré, et je ne dirai pas son nom pour... justement, j'ai été surpris, un ou deux animateurs de télévision, et je ne pensais pas une seconde qu'ils avaient de tels engagements, et justement, ils ne disent rien. Et c'est ça qui est fabuleux. Et il faut continuer à le faire. Alors, c'est marrant parce que j'avais ce débat-là avec un animateur, je lui disais, d'accord, c'est bien, tu ne le dis pas, parce que tu n'en fais pas un objet de promotion ou de marketing, mais d'un autre côté... je trouve que la cause mériterait que tu en parles, etc. Qu'il utilise sa notoriété pour la cause, d'accord. Bon, enfin oui, j'ai des engagements, il y a des tas de choses, donc il y a une chose que je vais faire, je ne vais pas parler de ce que je fais déjà, mais que je voudrais absolument faire, et dès l'été prochain, et j'invite tout le monde à le faire, parce que c'est justement cet animateur qui m'a donné envie de le faire, c'est de prendre un gamin en vacances. Ah oui. Voilà, donc je vais aller au Secours Populaire, là, peut-être en sortant, ou demain ou après-demain, parce que je veux en prendre un pour les vacances de Pâques et après l'été, et lui offrir une semaine de vacances avec mes enfants, pour qu'ils échangent. En plus, je suis sûr que ça ne sera pas très facile. Forcément, la cohabitation, ils vont se poser plein de questions, mais c'est génial. Ça, c'est quelque chose, vous voyez, sur lequel j'ai envie de m'engager, et pour le coup, je le dirai, pour que d'autres le fassent. Sinon, écoutez, je participe à plein de causes. Voilà, mais la différence, je vais vous dire, que j'ai peut-être avec d'autres, c'est que depuis 17 ans, mon quotidien, et j'en suis ravi, je le fais avec un bonheur extrême, c'est de défendre des gens. Je me lève le matin, pendant 2 heures, à la radio, je me bats pour essayer de rétablir des gens dans leurs droits. C'était pas une vocation, hein, non. La vocation est venue avec la pratique. Avec la pratique, mais je pense qu'on ne peut pas le faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre l'animateur du hit parade ou de ce que vous voulez en lui disant « fais sans aucun doute ». C'est impossible. À un moment donné, vous savez, on sort du cadre de l'émission, on le fait avec ses tripes. Ça dure 9 heures. Pendant 9 heures, et vous savez, quand vous avez quelqu'un, c'est pas l'animateur paillette qui arrive sur le plateau en se disant je fais mon show, allez, 23 heures je suis au restaurant, 24 heures je suis avec Jacqueline, 22 heures du matin je sors de boîte. Non. Là, vous rentrez, vous avez des gens, moi je me rappelle avoir les marques des doigts de certains témoins qui me disaient monsieur Courbet, si on ne s'en sort pas aujourd'hui, on est mort. Donc quand vous rentrez sur le plateau, c'est plus du tout la même chose. C'est ces gens-là, si on ne fait rien pour eux, maintenant qu'on leur a donné l'espoir en les sélectionnant, parce qu'il est là le problème de sans aucun doute. C'est que vous les avez sélectionnés. Donc pour eux, quand ils arrivent, ils se disent c'est la fin du cauchemar. Courbet, là, et son équipe. Mais nous, on ne sait pas quand on va démarrer, si on va s'en sortir. Donc du coup, après, voilà, il n'y a plus d'animation, il n'y a plus... Donc, et je fais ça depuis 17 ans, à la télé, à la radio, voilà. Donc il y a des fois, je ne vous le cache pas, et je n'ai pas honte à le dire, je suis très sollicité pour des tas de causes, et j'en fais le plus possible, mais il y a des fois où je dis, ok, j'ai vraiment beaucoup donné, je m'en garde un petit peu pour moi et ma famille, quoi, maintenant. Il y a de la lassitude au bout de 17 ans? Non. J'ai cru que j'allais en avoir. J'ai eu de la lassitude avec sans aucun doute plus sur l'exercice physique. C'était très dur, très compliqué, 9 heures par jour. Mais vous ne pouvez pas, quand vous avez face à vous quelqu'un qui vous dit « je vous en prie, aidez-moi », être lassé. Vous pouvez être lassé de tourner une roue, vous pouvez être lassé de tout ce que vous voulez, mais pas ça. Allez, ça serait... une bonne petite question de journaliste de Derrière les fagots. Est-ce qu'il y a un cas que vous avez pu résoudre ou justement ne pas résoudre qui vous est resté accroché au cœur ou à l'âme ou...
Que sais-je? Non, que j'ai résolu, qui m'a accroché, oui, vraiment. C'est parce qu'il y a tout dedans. Il y a le pire et le meilleur. Le pire dans le manque d'humanité dont le dossier a été traité et le dénouement qui est extraordinaire. Ces deux artisans, donc les artisans ont des retraites ridicules. Donc ils sont obligés de mettre des sous de côté, sinon vraiment ils n'ont pas de quoi vivre. Donc ils arrivent tout au long de leur vie à mettre, c'était des francs à l'époque, un petit million de francs. Mais c'est une vie d'économie, c'est-à-dire une vie quand même de privation, pas de vacances et tout. Ça peut paraître énorme, 1 million de francs, mais c'est-à-dire que c'est des gens qui devaient gagner 5-6 000 francs par mois et qui en mettaient 800 de côté chaque mois pour leur retraite. Ils sont copains avec un assureur qui a dû faire la danse du ventre, en tout cas pour qu'ils deviennent amis, et qui leur dit, en attendant que tu sois à la retraite, à 2 ans, donne-moi ce million de francs, je vais le faire fructifier, je fais partie d'une grande compagnie d'assurance. Il lui donne, il prend l'argent, il disparaît. La retraite arrive, ils n'ont plus un sou. Donc, ils n'ont plus un sou, la descente aux enfers se fait en 1 an. Au bout d'1 an, ils sont au resto du cœur. Ils n'ont plus rien parce qu'ils ont genre 700 francs de retraite. Donc, ils n'ont plus rien, il y a ce million qui est dans la nature. Il se trouve que le monsieur qui a fait ça est salarié d'une grande assurance. En tant que salarié, c'est clair, c'est net, c'est précis, l'assurance est responsable de ses salariés. Elle doit payer, ça ne se discute même pas, il ne doit même pas y avoir de débat, c'est la loi. Demain, j'ai une boîte de prod, quelqu'un vole de l'argent à un témoin sur un tournage ou fait quoi que ce soit, en tant que patron, je suis responsable, c'est moi qui indemnise. Ce qui n'empêche pas que la personne ira en prison ou sera poursuivie, mais je dois indemniser. L'assurance ne fait rien. Il a fallu se battre pendant 8 mois. On l'a fait revenir sur le plateau 15 fois. Le malheureux a failli faire une crise cardiaque en plateau parce qu'à un moment donné, il n'en pouvait plus. Il voulait se tirer une balle dans la tête. Et il y avait un type de l'assurance qui lui disait « Mais il ne va quand même pas nous emmerder pour… » Il a fait une crise cardiaque sur le plateau. Heureusement, on avait 2 toubibs. Enfin, l'horreur absolue, le dédain absolu. C'est-à-dire la World Company, vous savez, qui écrase le petit, mais avec… C'est le jeu quand on fait ce genre d'émission. Mais là, on sentait qu'ils avaient un plaisir à le faire. Enfin bref, on s'est battu comme des lions. Il a eu son chèque. Première chose qu'il a faite quand il a eu son chèque, il a été acheter une camionnette, il a collé des autocollants du Resto du Cœur, et aujourd'hui, tous les matins, il fait la tournée des supermarchés pour les distribuer les repas. Voilà. Et je trouve que les Restos du Cœur qui sont venus l'aider quand il en avait besoin. Voilà, la boucle est bouclée, mais c'est une des plus belles histoires que l'on ait eues. Maintenant, il y a des gens, peu, qu'on a laissés sur le carreau. Hein. Sur 100 histoires, on arrivait à en régler 80, 85, mais des gens à qui vous êtes obligé de dire à un moment donné on ne peut plus rien faire, c'est terrible. C'est terrible. Notamment sur des gardes d'enfants, pauvres pères ou mères qui avaient confié le fils pendant 15 jours et qui n'ont jamais revu parce que le père ou la mère sont partis à l'étranger, qui n'ont plus de nouvelles de leurs enfants depuis 3 ou 4 ans alors qu'ils l'ont laissé. Il avait 11 mois. Enfin, je ne sais pas si vous mettez à la place de la mère ou du père. Et là, c'est terrible. Terrible. C'est souvent quand même des problèmes d'argent. Hein, souvent, oui. Vous entretenez quel rapport avec l'argent? Un rapport. Rassurez-vous, je ne vous demanderai pas votre salaire. Non, mais un rapport super sain. Mais vraiment. Mais alors là, j'ai aucun mal à en parler. Je ne flambe pas et je ne me prive pas non plus. Mais je vous assure, il faudrait que vous demandiez plus à ceux qui travaillent avec moi. Comment, vous voyez, je vais vous donner un exemple très simple. L'année dernière, j'étais sur France 2. J'ai fait un bid avec une émission qui s'est arrêtée en cours d'année. Et au bout de 2 mois qui s'est arrêté plus. Un bid. Pas un méga bid, un bid, ça suffit déjà. Elle a démarré en septembre, elle s'est arrêtée en mars. Ah oui, c'est ça. J'avais un contrat, elle s'est arrêtée en février, j'avais un contrat qui amenait jusqu'en avril. Il me devait beaucoup de sous parce que c'était une émission 40 minutes d'image par jour. Voilà. Quand l'émission s'est arrêtée, j'aurais pu gagner plus qu'en travaillant 3 ans rien qu'avec le dédit. C'est-à-dire que je licenciais tout le monde, je prenais l'argent du dédit et je vous assure, je ne vais pas vous dire que j'étais riche, mais j'aurais gagné beaucoup. Voilà. J'ai dit je n'en veux pas. J'ai raté mon coup, je vais garder les gens que j'ai. Jusqu'au bout, je vous demande juste de payer les salaires, de m'aider à les payer. Voilà, à côté de ça, j'ai une très belle maison, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, l'argent, c'est jamais la motivation première pour faire une émission, pour changer de chaîne. J'ai perdu 30% de mes revenus, voire peut-être même plus en passant de TF1 à France 2. Je veux dire, je n'avais aucun intérêt. Le contrat que j'avais à TF1, je ne l'aurais plus jamais, encore moins sur France 2. Mais venez sur KTO, cher ami. Ben voilà, mais ça sera la prochaine étape, parce que je veux connaître, vous voyez, ce que c'est que faire de l'émission. Non, mais c'est pas un problème. Voilà, je ne vais pas vous dire que je suis en négociation, donnez-moi ce que vous pouvez, peu importe. Non, j'essaie de faire valoir mes droits, mais c'est pas le vrai problème.
Qu'est-ce que vous avez compris du bien et du mal, vous qui avez été souvent confronté à la petitesse des gens, à leur grandeur d'âme aussi, hein, vous nous parlez de ce monsieur qui a investi dans une camionnette Resto du Cœur. Qu'est-ce que vous avez compris du bien et du mal à travers ces 17 années d'émissions, d'expériences liées au genre humain? J'ai compris qu'à un moment donné, il y a une logique industrielle et commerciale qui tue les sentiments, mais vraiment, il n'en reste plus rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'essaie d'être le plus humaniste possible. Je ne le suis pas toujours, mais j'essaie de l'être le plus possible. Mais arriver d'avoir dans mes équipes des gens soit très mauvais, pour ne pas dire en plus, soit désagréables et tout, mais j'ai toujours donné une deuxième chance. En les prenant entre 4 yeux, en leur disant fiston, c'est la dernière chance. Là, je pense que 9 personnes sur 10 à ma place te viraient, on va refaire un essai, etc. Mais toutes ces années m'ont fait comprendre qu'à un moment donné, vous avez des gens qui sont dans une logique qui consiste à dire on a fait une faute, on peut la réparer, mais on a des intérêts économiques tels et des consignes qui font qu'on va le laisser crever à petit feu. Je suis navré, c'est la loi, M. Courbet. Voilà, donc il a qu'à aller en cassation ou en appel, parce que c'est ça le sport national. Je suis gros, j'ai face à moi un petit, je lui dis vous avez raison, on doit payer, mais on ne va pas payer. Vous allez aller au tribunal contre nous. Donc il va au tribunal, il gagne. Vous savez quoi? On va aller en appel. On en est déjà 8 ans. Ah, vous avez encore gagné l'appel? Nous allons aller en cassation cette fois-ci. On en est à 12 ans. Au bout d'un moment, les gens sont rincés, ils disent bon, ok, je transige, vous me devez 10, donnez-moi que 4, on arrête. Eh ben voilà. Mais vous voyez, c'est cette logique commerciale et mercantile qui fait qu'on tue. À un moment donné, il n'y a pas un type dans l'entreprise qui dit c'est pas possible. On paie, arrêtez, on a tort, on fait quelque chose, quoi. C'est qu'on a réussi à tuer même ce moment, vous savez, de lucidité où on pourrait se dire, là, je vais trop loin. Ok, les affaires sont dures, ou chacun essaie de défendre son bout de gras, mais à un moment donné, non, mince, on ne peut pas lui faire ça. On en arrive à se retrouver face à des espèces de machines, quoi. Ça me tue, ça. Mais vraiment, ça me tue. Qu'est-ce que vous vous êtes fait au bras, Julien? Ça, c'est un animal extraordinaire qui s'appelle a failli vous tuer, non? Le cheval. Le cheval saute des obstacles, vous devez en sauter 11. Le cheval saute le premier, le deuxième, le troisième, tout va bien. Mais le cheval ne parle pas. Et ne vous prévient pas qu'il ne va pas sauter le 7e. Donc quand arrive le 7e, vous êtes prêt à sauter, mais pas lui. Et vous passez de l'autre côté, j'ai une rupture des ligaments. Le cheval, c'est une passion qui s'est révélée à vous assez tardivement. Ouais, c'est un joli cadeau de la vie. Ça, c'est un beau cadeau, mais c'est un miracle. Ça, pour le coup, c'est un miracle pour moi dans ma vie. Buffon, dans son Histoire naturelle, dit du cheval, cette phrase qu'on connaît tous, hein, c'est la plus noble conquête que l'homme ait jamais faite. C'est celle de ce fier et fougueux cheval qui partage avec lui, donc le cavalier, les fatigues de la guerre et la gloire des combats. C'est comme ça que vous le vivez, votre cheval, et comme ça que vous vivez l'équitation? Je le vis de deux façons. Je le vis parce qu'il y a une notion de sensation. Voilà, un sport, c'est avant tout une sensation. Moi, j'ai vraiment du bien-être, être sur le cheval. Voilà. Mais pour aller un peu plus loin, ce que j'adore chez le cheval, c'est que vous ne pouvez pas tricher. On peut tricher quasiment 24 heures sur 24 dans la vie. Je suis peut-être en train, moi, de vous pipoter, là, de faire celui qui est gentil, humaniste, et je suis peut-être le dernier des salauds en sortant de là, je vais aller... Et alors, c'est vrai? Non, mais voilà, je veux dire, on peut tricher, c'est facile de tricher. L'avantage du cheval, quand vous montez sur lui, il comprend tout. Vous êtes tendu, vous êtes... Non, mais je vous assure. C'est terrible ce que vous êtes en train de dire, parce que moi, tous les chevaux me mettent par terre, me mettent à l'eau, et je n'ai jamais pu rester parce qu'il assis sent sur un votre cheval. peur, il a encore plus peur que vous, le cheval. Le cheval, sa seule défense, c'est la fuite. Dès que quelque chose ne va pas, il n'analyse pas, il ne se pose pas, il ne se bloque pas. Lui, au contraire, il part en vrille. Donc, voilà. Et c'est ça qui est fantastique, c'est de lui dire rassure-moi, je vais te rassurer. C'est un espèce d'échange avec l'animal qui est extraordinaire, le cheval. Qui a du talent? C'est le cheval ou c'est le cavalier? Les deux. Le cheval, il a des moyens, c'est-à-dire que c'est comme une Formule 1. Vous mettez Schumacher sur, je ne sais plus les marques, mais celle qui finit toujours dernière, il ne gagnera pas. Mais vous mettez quelqu'un qui n'a pas de talent sur la voiture de Schumacher, il n'ira pas aussi vite que lui. Donc, il y a des chevaux qui sautent beaucoup plus haut que d'autres, qui valent des fortunes. Un cheval, vous pouvez l'acheter 1 000 € ou 2 millions d'euros, hein, s'il fait la Coupe du Monde. Vous en avez un, à vous? Oui, qui vaut plus 1 000 € que 1 million d'euros d'ailleurs. Mais après, ce qui est fou dans l'équitation, le cavalier le plus talentueux, c'est celui qui en fait le moins. C'est celui qui arrive à se poser sur le cheval, et voilà, il ne fait rien. Il lui dit, je te laisse faire, je te donne juste des indications. Alors que nous, notre problème, il est où? Oh là, oh là là, oh là là. Donc vous commencez à tirer, le cheval, il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux que j'arrête? Poum, il s'arrête. Je n'ai pas compris ton ordre. C'est
Vous savez, pas à droite, c'est juste, on pousse un peu la jambe. Si vous mettez la jambe alors que c'était le bras qu'il fallait mettre, il ne comprend pas, il s'arrête. C'est fabuleux. C'est de l'informatique. C'est un peu une école de la vie aussi. Est-ce que ça vous a fait un peu changer votre point de vue sur la manière dont il fallait agir avec les gens que vous rencontriez, être peut-être plus dans la sobriété? Je ne porte pas de jugement, hein, Julien, mais plus dans la sobriété, peut-être donner une petite impulsion par là, finalement, c'est toute la boîte de production de Julien Courbet qui va par là. Bon, voilà. C'est un sport où c'est le seul que j'ai trouvé, en tout cas, il y en a peut-être d'autres, où pendant 1 heure, pour le coup, je ne pense à rien. Je suis fait comme ça, j'y peux rien. Je suis toujours en train de penser à mon boulot et tout. La nuit, j'écris des post-it, des conseils. Enfin, c'est une horreur. Moi-même, je me dis, mais détache-toi de tout ça, j'y arrive pas. La seule chose que j'ai pu trouver pour me détacher de mon boulot et tout, c'est ça. Pendant 1 heure, j'ai presque envie de vous dire qu'il pourrait arriver même quelque chose de grave, peut-être à mes proches, j'exagère volontairement, mais pendant 1 heure, parce que vous ne pouvez pas faire autrement qu'être concentré là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que ça m'a permis de me dire, de rester un peu plus calme parfois, d'être plus mesuré dans tout ce que je fais parfois en entretien et tout, et de ne pas partir avec des grands gestes comme j'ai l'habitude de faire. Et ça, c'est pas le foot, vous qui êtes un fanatique du foot et notamment du club de Bordeaux, c'est pas le foot qui vous a appris ça? Ah non. Ah non, le foot, ça m'a pas du tout. Le foot, c'était plutôt un défouloir, c'est plutôt au contraire un exutoire. Je vais dans les tribunes, moi je suis très bof quand j'arrive dans les tribunes, je hurle, je siffle, mais le foot, je reste le fan numéro 1 du foot en tant que spectateur. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais joueur très longtemps, et à partir de là, j'ai plus joué d'ailleurs. Et vous jouiez quel poste? Plus je vieillissais, plus j'étais mauvais, donc plus je reculais. Donc j'ai joué comme les grands numéros 10 au début, puis à la fin j'ai terminé derrière. Pour vous dire à quel point les gens parfois... je rencontre une jeune fille juive. Je sors avec elle, ça se passe bien. Vous avez quel âge? J'ai 22. D'accord. Et elle me présente des amis à elle, juifs. Et ils me disent, pourquoi tu ne viens pas jouer avec nous dans le club de la communauté qui s'appelle le Maccabi, ça s'appelle partout le Maccabi, toutes les communautés juives ont leur club de foot. On dit, je ne suis pas juif, mais t'inquiète pas, tu joues avec nous. Et je joue avec eux. Premier dimanche où je joue, contre une équipe lambda, un match dont tout le monde se fout, le niveau 0 du football, c'est-à-dire il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien, il y a 4 personnes. À un moment donné, je dis, la touche, elle est pour nous. Non. Et sur le bord de la touche, j'entends sale juif. Et là, je me suis dit, là, c'est très grave quand même, parce que je me suis approché de la personne en disant, mais vous vous rendez compte de ce que vous voulez dire? Parce que j'ai dit que la touche, elle était pour moi, sale juif. Enfin, ça m'a choqué ce truc-là, et j'ai plus remis les pieds sur le terrain. J'ai continué à les voir et compagnie, et voilà. Et puis, le foot, à petit niveau, c'est terrible. Enfin, vous donnez des coups, vous crachez dessus. Il faut voir ce qui se passe, même sur les terrains de Ligue 1. On ne le voit pas, mais ils se crachent dessus, quoi. C'est une horreur. Alors qu'il y a une distinction dans le cheval qui est quand même haute, quoi. J'ai jamais vu de cavalier se cracher dessus. Ils se parlent peut-être pas, mais au moins on se respecte, quoi. Il y a d'autres valeurs, un autre respect, une autre élégance aussi peut-être. Qui est dans le rugby. Au rugby, où on se donne des coups, mais on s'aime bien. Ça se finit toujours en se serrant la main. Avec le football, c'est plus vicieux, c'est plus... Alors, vous qui n'arrivez pas à décrocher, qui n'arrivez pas à débrancher, qui aimeriez peut-être le faire, si voilà, pendant 1 an, vous deviez avoir une année sabbatique, donc pas de télé, on va dire pas de cheval, pas de foot, vous faites quoi de cette année sabbatique? Choisi ou non? Alors là, pour le coup, je voyage. Si je peux le faire, je voyage. Avec femmes et enfants dans les bagages? Avec femmes et enfants dans les bagages. Ah oui. Je voyage, mais du coup, je ne voyage pas comme je voyage quand je suis animateur télé en activité, c'est-à-dire l'hôtel, le truc, la visite préparée, la plage, le cours de ski nautique. Non, je pense que j'essaie d'aller un petit peu me laisser guider, marcher. Vers une destination précise peut-être, qui vous attire plus qu'une autre? C'est un peu bateau ce que je vais vous dire, mais franchement, j'y étais 2 fois, mais à chaque fois que j'étais en Israël, j'ai eu la chair de poule. Mais vraiment, et j'ai eu la chair de poule. Parce que, ne me demandez pas pourquoi, mais il est évident que quand vous y êtes, c'est là que ça se passe. C'est là que ça a commencé, c'est là que ça se terminera. Moi, j'ai eu... Mais pas forcément qu'avec la... Vous voyez, j'étais sur le tombeau du Christ, enfin, là où on pense qu'il est, parce qu'on n'est pas sûr. Mais j'ai eu les mêmes sensations au mur des lamentations, mosquée. Et quand vous êtes dans le souk, je me rappelle, dans ces rues, d'avoir ce sentiment de peur, la trouille, vraiment la trouille. Je me rappelle, chérie, la main de ma femme, fort parce qu'il y a un mélange de haine et de... Oui. Mais d'un autre côté, c'est comme si on était aspiré vers la peur, vous voyez ce que je veux dire? Il se passe des trucs là-bas, c'est extraordinaire. Ce pays me fascine. Et j'aimerais y retourner, ma femme a un petit peu peur, mais
Je pense que j'irai là-bas. J'irai là-bas et voilà, j'essaierai de côtoyer un petit peu tout ça, d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe, que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, que ça se passe pas forcément du bon côté du mur ou de la frontière. J'essaierai de m'imprégner un peu de tout ça. Ça me fascine. Est-ce que vos deux voyages en Terre Sainte, en Israël, vous ont nourri aussi au niveau de la foi ou pas du tout? Vous étiez plus dans un but un peu touristique, même si on ne peut pas d'ailleurs toujours démêler tout ça. Non, vous ne diriez pas que ça vous a fait avancer, visiblement. Ah si, non, ça m'a, enfin en tout cas ça m'a marqué. C'est quand même pas rien d'aller voir ça m'a plus marqué le que quand j'étais à Golgotha. l'île Maurice. J'en suis revenu avec plus de choses qu'à l'île Maurice. À l'île Maurice, je suis revenu avec des coups de soleil et deux, trois souvenirs achetés à la boutique de l'hôtel. Je suis revenu avec des choses beaucoup plus nourries parce que je ne vais pas vous dire que j'ai pas eu une apparition, j'ai pas vu la Vierge, mais j'ai senti, j'ai eu la chair de poule sur le mont des Oliviers, j'ai eu la chair de poule. C'est-à-dire que je suis resté un peu les yeux hagards pendant quelques secondes parce que voilà, le simple fait en plus de savoir que le Christ était passé par là, que tout ce qui s'y était passé, non, c'est un voyage qui vous marque. C'est un voyage où quand vous couchez le soir, vous êtes presque fatigué des émotions que vous avez eues. Est-ce que vous nous avez dit en début d'émission avoir perdu votre papa? Oui. Quelle relation vous entretenez avec la mort? Est-ce que vous êtes à l'aise, pas à l'aise? Est-ce que j'en ai peur, évidemment. J'en ai peur, mais je suis persuadé qu'il y a quelque chose après, ou alors j'ai réussi à m'en persuader, en tout cas. Moi, ce qui me fait plus le peur dans la mort, malheureusement, et là on en revient à tout ce que je disais sur l'Église au départ. Voilà, le cérémonial de l'enterrement me fait très peur. Voilà, encore une fois, ce qui devrait. Préparez-le. Oui, pour que ça ressemble à j'aimerais bien, sans tomber dans avoir une fanfare et tous les amis qui racontent des blagues pendant. Mais voilà, je pense qu'il y a un juste milieu parce que c'est. À chaque fois que je sais que je vais aller à l'enterrement d'un proche, je n'endors pas la veille, quoi, en me disant si je pouvais faire sauter ce jour de ma vie, je le ferais. C'est vraiment des. On pourrait en faire, je pense, transformer ça en quelque chose. Il n'y a pas ce message d'espoir. Moi, l'autre jour, j'ai quand même été, excusez-moi, à un enterrement dans une église où le curé a dit à l'assistance, espérons qu'il y a quelque chose après. Et j'avais envie de me lever et de lui dire, excuse-moi, mais on est tous là parce qu'on sait qu'il y a quelque chose après. C'est aussi pour ça qu'on croit en Dieu, pour croire en la résurrection. Si toi tu dis derrière ton micro en espérant qu'il y ait quelque chose, ça va être difficile pour moi de rentrer et de me remettre là-dedans. J'ai pas besoin de lui pour douter. Ça fait 2 fois que je vous entends parler de votre, on va appeler ça une déception, désappointement par rapport d'une part à la messe, d'autre part. Mais j'en ai connu des super aussi. Oui, non, mais j'entends bien. Mais par rapport d'une manière générale, on va dire le cérémonial de la messe et celui des funérailles. Mais vous êtes nerveux, Julien, vous n'arrêtez pas de bouger votre genou. Ah, mais c'est toujours, c'est en permanence. Mais on dit souvent, ce qui manque à l'Église, c'est peut-être toi. C'est peut-être à toi de les apporter. Ça vous a jamais travaillé, cette phrase-là? Que peut-être ce qui manquait, peut-être qu'il fallait. Non, pas sans être curé, bien sûr, en étant laïque, mais peut-être d'être plus actif. Ouais. Être plus actif dans une paroisse, ou ne serait-ce que aider au moment des enterrements à proposer des choses. Oui, ça veut dire aller dire au oui, mais alors après vous vous heurtez. Voilà, après tout dépend de sur qui vous tombez. C'est-à-dire que vous avez aussi après des curés qui ne veulent pas entendre d'une musique, d'un souvenir. Vous pourriez être surpris. Non, c'est sûr que si vous balancez téléphone pendant la messe, comme vous l'avez fait quand vous étiez enfant de cœur, ça ne va pas passer. Il y en a évidemment qui sont d'accord, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas du tout, quoi. Donc voilà, moi je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. D'ailleurs, je vais le faire de ce soir maintenant que vous me le dites. Encore un qui va pas dormir cette nuit. Est-ce que ce sera mon enterrement, mais. Voilà, mais encore une fois, je ne veux pas qu'on qu'on ne retienne que les aspects négatifs. J'ai connu, moi j'étais marié par un prêtre extraordinaire qui était aumônier dans les hôpitaux. Et c'est après une rencontre avec lui que j'ai dit, est-ce que vous pouvez me marier? Je sais que vous ne travaillez que dans les hôpitaux, mais je vais vous demander à titre exceptionnel de venir. Et comme à l'époque, j'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie d'être photographié, qu'il y ait la moindre photo, parce que je trouve que le mariage... Aller vendre son mariage, on m'a proposé des sponsors. Vous vous rendez compte que moi, quand je me suis marié, on m'a proposé, on peut vous fournir le champagne s'il y a une photo, le traiteur s'il y a une photo, et on paie si on y est. Rien. Et je ne voulais surtout pas. J'ai dit à l'église, je ne voulais pas. J'en faisais un point d'orgue à ce que ni moi ni ma femme, dans sa robe blanche, ne soit photographiée. Donc il a fallu monter tout un plan. Donc, on avait loué une salle où avait lieu le mariage, et j'ai demandé au curé s'il voulait bien nous marier dans cette salle qui était verrouillée. Il est venu, mais c'était génial, quoi. Et du coup, il n'y avait pas cette lourdeur parfois qui est palpable dans les églises, ou même dans les moments de joie, reste
vous savez, cette ambiance de se dire, tiens, à la place des mariés, il y avait encore un cercueil qui était là hier, et il y a encore cette ambiance de larmes qui est là. On s'est retrouvé dans cette pièce, et cet aumônier qui a l'habitude de parler avec des gens qui côtoient la mort, puisque ce sont des gens mourants à l'hôpital, qui a fait un numéro extraordinaire, quoi, extraordinaire. C'est pas un spectacle, hein. Non, mais c'est pas un spectacle, non, mais un peu quand même. Je crois que vous savez, que ce soit un professeur qui enseigne l'histoire, vous pouvez, voilà, vous avez des professeurs qui vous écœurent de l'école jusqu'au restant, parce qu'ils viennent, ils lisent le polycopier à la fac dans l'amphi, tout le monde est installé, on gratte. Quel est l'intérêt? Et vous avez celui qui va vous faire vivre ça, bien sûr, qui va, voilà. Et lui va vous donner la foi, lui va vous donner envie d'être prof d'histoire, il va vous donner envie de plein de choses, il va vous ouvrir l'esprit. La foi est là aussi, je pense que l'Église est un lieu où on doit ouvrir l'esprit aux gens. Mais elle doit faire du social, elle doit leur donner des idées, elle doit leur dire pourquoi ne pas faire ça, comment peut-on aider Madame Truc qui a des problèmes aujourd'hui. Elle fait tout ça, on ne le sait pas, elle communique sans le passé, mais elle le fait. Elle fait beaucoup quand même. Mais alors qu'elle le généralise et que ça se voit, quoi. Alors la question qui a précédé à tout ce développement, c'était... Vous n'allez pas vous faire engueuler, vous, parce que je n'ai pas dit forcément que... Ah non. Ah, pas du tout, vous ne me faites engueuler par personne, moi vous rigolez. Mais la question qui a précédé à tout ça, c'était si on vous donnait une année sabbatique, qu'en feriez-vous? Question suivante, est-ce que vous avez, et j'imagine que la réponse est oui à votre âge, rassurez-moi, est-ce que vous avez un grand rêve que vous aimeriez accomplir, que ce soit via le biais de votre carrière ou pas, hein? Un grand rêve? Alors, je vais vous décevoir, c'est-à-dire quelque chose que je rêverais de faire et que je ne peux pas faire. Avant votre mort? Ah mais non, pas une tentation de Venise. Mon grand rêve, franchement, avant ma mort, ce que j'aimerais, c'est, voilà, il y a des cultures exceptionnelles, et le moment, moi, ce qui me tue, c'est de me dire que je passe 80% de mon temps dans une pièce comme celle-ci avec des projecteurs et des micros et que je passe à côté de choses fantastiques. Ça me mine de voir que le temps passe, que le compteur tourne et que je n'aurai peut-être pas la joie de voir des trucs hallucinants dans ce monde et de passer à côté de plein de rencontres et tout. Ça oui, mon rêve, c'est de pouvoir me dire qu'aujourd'hui, j'ai la chance de faire un métier où je gagne bien ma vie, c'est de me dire à un moment donné, arrête de le faire, prends ce que tu as et va parcourir le monde. Ça, c'est mon rêve, c'est d'arrêter, de ne pas me sentir obligé, comme le font d'autres. Et je vous dis ça, mais qui sait si je ne vais pas être comme eux, qui ne veulent jamais décrocher, qui à 70 ans sont toujours là avec le micro parce qu'ils ont l'impression que quand ils vont arrêter, ils vont mourir. Moi, ce que j'espère, c'est pouvoir dire à un moment donné, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, et m'offrir cette année sabbatique, c'est 2, c'est 3, c'est 4 années sabbatiques, où je vais pouvoir aller un petit peu parcourir, rencontrer des vrais gens qui ne sont pas que des gens d'audimat et de show business. On va rentrer dans des questions un petit peu éparpillées. Et vous n'avez pas le droit je décide que vous n'avez pas le droit de joker. Ah. D'habitude, j'en laisse un, mais vous non. Je ne sais pas pourquoi. On est sur une télé chrétienne, on n'a pas le droit de joker. Et ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est moi la chef. Julien Courbet, si vous pouviez être plus que vous, qui ou que seriez-vous? Déjà, ça serait pas compliqué. Il faut donner un nom à quelqu'un de connu? Non, ça va. Ou donnez-nous une référence que vous admirez particulièrement, si vous voulez. Non, mais être plus que moi, j'aimerais pouvoir me détacher de ce carcan matériel qui entoure ma vie. C'est-à-dire que des fois, je fais des choses, je compte, je l'avoue humblement, et j'aimerais pouvoir être comme certaines personnes. Alors, peut-être pas prêtre, parce que je ne pourrais jamais l'être, mais, vous voyez, être détaché de ce... Excusez-moi d'être vulgaire, il faut que j'ai une voiture plus grosse que celle que j'avais avant, et maintenant que j'en ai une, il faudrait encore qu'elle soit plus grosse. De la surenchère, alors. D'être détaché de la surenchère, je ne manque de rien, je veux ce qu'il y a de mieux, ça, j'aimerais pouvoir m'en détacher. Pour l'instant, j'en suis incapable. J'en suis incapable. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Merci. Je ne sais plus qui a dit ça. Sénèque, je crois. Quelle est la valeur qui compte le plus à vos yeux? Le respect. Je ne supporte pas, le respect, je ne sais pas si c'est le bon mot. Alors, je vous donne toujours des références à mon métier parce qu'il n'y a que ça que je connais. Hein, voilà. Mais l'humiliation, tous ces genres de choses, je ne le supporte pas. Et je vous assure que si vous allez parler à tous ceux qui m'entourent, ils vont me trouver des tas de défauts. Et ils auront raison, ils sont là. Mais je n'ai jamais humilié personne. J'ai horreur de ce côté... je suis le grand, tu es le petit. Je t'humilie devant tout le monde en réunion. Je me fous de ton problème, ce qui compte, c'est moi. Toutes ces valeurs-là, ça, c'est quelque chose qui m'horripile. Donc, voilà, la plus belle des qualités, ce n'est pas de dire que puis-je pour toi, mon frère. Non, je ne vais pas vous faire croire ça, mais c'est au moins
explique-moi, voilà, on parle ensemble, on se respecte, voilà. Je respecte ce que tu fais, respecte ce que je fais. Alors, ça fait 2 fois que vous me tendez la perche, alors je vais la saisir. Quels sont vos défauts alors? Mon défaut, c'est d'être comme je suis là, à saouler, avoir toujours envie que ça aille vite. C'est-à-dire que à mes équipes, quelque chose qui devrait être fait, quand je le demande le lundi pour le mercredi, je le veux le mardi. C'est de partir tout de suite. Le cheminement intellectuel, s'il y a 10 étapes, je vais de la 1 à la 10. Tout feu, tout flamme, quoi. Voilà. L'interrupteur marche pas, il faut vendre la maison. Voilà. Justement, qu'est-ce qui vous enflamme? Qu'est-ce qui vous enflamme vraiment? Je sais pas, je suis un peu, vous savez, je suis un peu Mr. Jones. Je pense que, franchement, Mr. qui? Le film Mr. Jones, où il passe par des hauts, oui, c'est cyclotimique, non? Voilà. Malheureusement, je suis un petit peu comme ça. Moi. Je vais passer par des moments, pas de dépression, alors là, ça serait vous mentir de dire de dépression, mais des moments où je me traîne un peu, je me dis, bon, à quoi bon, etc., par des moments d'exaltation où mais je me sentirais prêt à aller au Stade de France célébrer une messe, quoi, si on me le demandait. Non, mais vous voyez, à faire n'importe quoi. Je passe par ça. Donc, ce qui m'emballe, c'est l'instant présent, s'il me plaît. Si à un moment donné, je me sens bien, au moment T, à l'instant T, waouh, je peux partir, mais et faire n'importe quoi. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer? Vous avez dit vouloir vous détacher d'un certain matérialisme, mais quel est le luxe vraiment? Pas forcément le luxe matériel, hein, d'ailleurs. Quel est le luxe dont vous c'est sauriez mes vous enfants. passer? Je veux dire, honnêtement, aujourd'hui, il se trouve que j'aime ma femme et que ça se passe très bien, et j'espère que ça sera le plus longtemps possible, mais je me demande à quel point, si je ne l'aimais pas, à quel point je ne mentirais pas pour ne pas être séparé de mes enfants. Je veux dire, là, pour le coup, je pourrais faire n'importe quoi et devenir fou, quoi, si j'étais séparé de mes enfants. C'est, qu'on le veuille ou non, je suis désolé de tomber dans le banal et le bateau, mais je n'ai jamais ressenti de sensations plus fortes que je peux ressentir avec mes enfants. Jamais. D'ailleurs, vous savez, on peut être très occupé quand on le veut. Je crois jamais louper un réveil ou le coucher. Quoi. Je repars travailler, mais je rentre, je viens d'un coup de scooter, je passe ne serait-ce qu'un quart d'heure. Il m'arrive de passer qu'un quart d'heure le soir avec eux, très rarement. Mais c'est ce quart d'heure-là, je ne le saute pas. Je reviens, je repars. Et le matin, c'est moi qui... Voilà, j'en ai trop besoin de ça. Ça, c'est de la drogue. Ouais. C'est quoi une vie réussie, alors? Une vie réussie, c'est une vie où l'on n'est pas tout le temps... Justement, c'est peut-être aussi une vie où on n'est pas sans arrêt en recherche de quelque chose et où, à un moment donné, on est assis le samedi dans le jardin, on a ses gosses, on a son épouse, on est là et on se dit ouais, la vie est belle, j'ai besoin de rien d'autre. J'ai pas besoin de forcément plus... ça se passe bien, intellectuellement je me sens bien, c'est ça une vie réussie. C'est quelqu'un. Je pense qu'il y a 40 000 sortes de vie réussies. Moi, je suis pas loin, moi, de dire que j'ai réussi la mienne, parce qu'il me manque pas grand-chose. Il me manque un peu de sérénité avec moi-même. Un peu de stabilité aussi, peut-être. De stabilité, de sérénité, d'un moment donné, me dire tout va bien. Si je pouvais me lever un matin en me disant Julien, regarde, tout va bien. Mais il y a encore peut-être l'audimat de la veille ou le projet qui n'est pas passé ou les choses qui ne se passent pas comme je le veux professionnellement, qui continuent à me miner chaque jour, ce qui est aussi un moteur. C'est parce que je suis un éternel miné et anxieux dans mon boulot que j'avance et que je fais autant de choses, mais j'aimerais bien un jour pouvoir me dire ça va, tout va bien, regarde quelle chance tu as. Est-ce que c'est pas le petit Frédéric qui pourrait dire au grand Julien que tout va bien? Est-ce que c'est pas le petit garçon? Peut-être. Vous êtes encore en dialogue avec lui? J'ai beaucoup de souvenirs de cette époque où j'étais loin de tout ça. Alors, Dieu merci, j'ai su garder quand même... je ne suis pas du tout paillette, etc. Tous mes copains sont des copains que j'avais avant. C'est-à-dire que j'en ai un qui est chauffeur de taxi, un qui est pilote d'avion, un qui est dans l'informatique, un qui vend du vin. Voilà. Donc, avec eux, je retrouve ma stabilité. Les mois d'été, c'est des mois où je ne vois personne d'autre... mais je crois que c'est très difficile à décrire et que même les téléspectateurs qui nous regardent ne peuvent pas comprendre que c'est ce qu'est. Et puis je n'ai pas envie d'ailleurs de m'apitoyer là-dessus parce qu'on est des enfants gâtés, pourris, qui se plaignent en permanence. Mais que c'est quand même une machine qui est très difficile à contrôler. Quand vous rentrez dans les médias comme ça, c'est une espèce de surenchère. Vous ne contrôlez plus, vous n'avez plus de repères, vous n'arrivez même plus à vous rendre compte que vous êtes privilégié. C'est ça qui est fou. C'est de ne pas pouvoir se rendre compte. Moi, ce que j'aimerais, c'est un matin me dire, mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a 60 millions de Français, il y en a
59 980 qui rêveraient de vivre ce que tu vis au quotidien. Et j'aimerais pouvoir me le dire et de dire waouh, un chien. Mais c'est le petit Frédéric qui vous ramène un petit peu à ça. Oui. C'est ça, et c'est malheureusement et heureusement mon métier, parce que du coup, le matin, quand je prends des gens qui sont très malheureux à l'antenne, et ce qui est mon lot tous les matins, et je repars, je me dis, t'as de la chance, vraiment t'as de la chance. C'est sans aucun doute, il y avait un côté génial. Il y avait un côté un peu trash, sur lequel on peut effectivement débattre, que j'assume complètement. Mais il y avait surtout un côté qui était génial. C'est un copain un jour qui m'a dit ça, il m'a dit « J'ai horreur de ce style d'émission, et pourtant je la regarde tous les vendredis. » Je lui ai dit « Tu es crétin, pourquoi tu ne sais pas ?» Parce que quand je l'éteins, je me tourne vers ma femme et je lui dis « Chérie, tout va bien, dormons tranquille, demain c'est samedi. » Et c'était un peu ça, sans aucun doute. Et que vous continuez finalement sur RTL. Oui, bien sûr. De manière... vous n'avez pas répondu à ma question quand même. Si vous pouviez lui parler à ce petit Frédéric, vous lui diriez quoi aujourd'hui ? Je lui dirais déjà que je suis fier du chemin parcouru, parce que c'était quand même un rêve de faire ce que je fais maintenant. Partant de rien, étant à Bordeaux. Mais le petit Frédéric plutôt dirait à Julien, n'oublie pas de temps en temps d'où tu viens, même si c'est quand même le cas. N'oublie pas que ton père allait, c'était pas la chanson de Daniel Guichard, mais enfin il partait, voilà, tous les matins gagner la croûte pour la famille. Mon père aurait été docker s'il avait fallu pour qu'on puisse faire des études et compagnie. Je me rappelle voilà, que rien ne comptait pour lui, si tout était pour les autres. Et le petit Frédéric, de temps en temps, et ça serait bon qu'il explique à Julien, tu vois, le DVD que tu as commandé n'est pas arrivé, ce n'est pas grave. Il sera là la semaine prochaine, il ne faut pas t'énerver, il y a plus grave, tu vois. Rappelle-toi, à l'époque, il n'y en avait même pas, et on était finalement tous très contents. C'est juste ça, ramener un petit peu à la réalité. On va lui dire au revoir à ce petit Frédéric, non, on va dire au revoir au grand Julien aussi, puis il va pouvoir arrêter, Julien Courbet, de bouger ses genoux dans tous les sens. Ça y est, le stress est fini, l'émission. Non, mais c'est pas du stress. L'émission est terminée, Julien. J'ai passé un moment extraordinaire, c'est pas du stress, c'est ma façon d'être. Merci d'être venu. On rappelle que c'est une petite croix autour du cou qui a déclenché tout ça. Merci Julien Courbet.